Bonjour, nous sommes heureux ce soir de recevoir Laureline Amamieux dans la médiathèque du Centre Saint-Louis de France, où elle va nous parler de son dernier livre qui s'appelle « Ce héros qui est en chacun de nous, la puissance des mythes ». Comme je le faisais remarquer à Laureline, ce titre est très très accrocheur parce que ça nous concerne tout de suite, c'est nous qui sommes là, nous sommes les héros de notre propre vie en quelque sorte, et ce titre nous appelle à cela. Mais il y a un sous-titre, la puissance des mythes. Et là, on a peut-être une petite crainte, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est cette puissance des mythes, et qu'est-ce qui fait que nous, on est un héros par rapport à ça. Alors, pour mieux comprendre ce texte, j'ai préparé quelques questions et Laureline va nous répondre. Et comme ça, on pourra encore plus apprécier ce texte. On aura une autre lecture, certainement. Alors, la première question, c'est pourquoi avoir choisi un auteur américain qui s'appelle Joseph Campbell, et pourquoi on sent à travers ce texte une fascination pour cet auteur américain qui a beaucoup travaillé sur la mythologie et sur son influence sur notre vie quotidienne, en quelque sorte. Je résume très brièvement, et je rattrape le titre. Oui. Et donc, Laureline va nous expliquer qui est ce monsieur Campbell. Alors en effet, ce livre est consacré à un auteur américain qui s'appelle Joseph Campbell. Et en fait, le sous-titre dont vous parliez, La puissance des mythes, c'est le titre de l'ouvrage le plus célèbre de Joseph Campbell. Joseph Campbell était à la fois un professeur de mythologie et un écrivain. En fait, il a étudié les mythes du monde entier et il a montré qu'à travers ces histoires, on retrouvait un même scénario qui est le scénario de la quête du héros. Et ce scénario de la quête du héros va influencer des millions d'individus, aussi bien des particuliers que des cinéastes, de George Lucas, qui a écrit La Guerre des Étoiles à partir de ce scénario de la quête du héros, ou même James Cameron dans Avatar récemment, et des politiciens, de Jackie Kennedy à Barack Obama, et des particuliers, parce que cette quête du héros qu'on trouve dans les mythes, on peut effectivement l'appliquer à chacune de nos vies. Alors justement, comment est-ce qu'on applique, parce que ça peut être très compliqué un mythe, hein, ça peut être extrêmement complexe, ça nous ramène à des temps anciens, ça paraît un peu brumeux, etc. Alors il y a une phrase clé, moi, que je retiens immédiatement dans le texte, c'est « suivre notre cœur ». Alors cette phrase clé, pour un Français en plus cartésien, ça oppose le cœur à la raison, donc ça oppose le sentiment à quelque chose qui serait plus du raisonnement, de ne pas mettre justement, comment dirais-je, de passion. Hein. Oui. On oppose bien la raison à la passion, là on est au cœur, dans le cœur, donc qu'est-ce que c'est suivre votre cœur? En fait, je crois qu'il faut déjà expliquer ce qu'est la quête du héros pour pouvoir comprendre effectivement comment est-ce qu'on peut suivre son propre cœur. La quête du héros, c'est un voyage initiatique qui a pour but de transformer le héros, de transformer sa vie et de transformer la société. Donc, à travers l'ensemble des histoires mythologiques, Campbell a remarqué qu'il y avait plusieurs étapes qu'on retrouvait à chaque fois. La première étape, c'est que le héros se retrouve dans son monde ordinaire et en général, il lui arrive un problème personnel ou alors il y a un problème dans la société qui le concerne et donc il entend une espèce d'appel de l'aventure. Et ça, c'est très important parce que l'appel de l'aventure, justement, ça répond à votre question. C'est ce moment-là où la vie vous demande de suivre votre cœur. C'est-à-dire que ça peut être une passion que le héros a toujours eue et qu'il va enfin accomplir, ou ça peut être une rencontre qu'il fait, ou ça peut être une nouvelle découverte, ou ça peut être un événement tragique qui arrive dans sa vie, amoureuse ou professionnelle. Et là, la vie lui demande de répondre à cet appel, de partir à l'aventure pour chercher un élixir qui va lui permettre de renouveler sa vie et de réaliser son existence. Et souvent, le héros n'a pas très envie de partir à l'aventure. Il n'a pas très envie, justement, de suivre son cœur parce que, comme vous le dites, notre société est très rationnelle et nous apprend à écouter notre éducation, nos parents, les directives sociales, l'opinion publique aussi. Et donc à ne surtout pas écouter nos vrais désirs, à ne surtout pas écouter cette petite voix intérieure qui, elle, nous appelle à vivre l'aventure de notre vie.
Donc le héros n'a pas très envie de partir, il a des doutes, il a peur d'échouer. Mais s'il fait ça, alors il y a des mythes qui nous montrent des personnages qui refusent l'aventure. Par exemple, si vous prenez dans les Métamorphoses d'Ovide l'histoire d'Apollon et Daphné, Apollon est amoureux de Daphné, il la pourchasse dans la forêt et elle s'enfuit. Et au lieu de répondre à l'appel de l'aventure, c'est-à-dire de faire face à cette relation, il l'aime, elle ne l'aime pas, et voilà, et elle fait face à ce problème, elle appelle son père à son secours comme une petite fille et elle lui demande de la sauver. Et lui, qui est un dieu, la transforme en arbre, en laurier. Et là, l'aventure s'arrête là, il n'y a pas d'autre histoire, elle est paralysée pour le reste de son existence. Ça, c'est quand on refuse l'appel de l'aventure. Et effectivement, on peut étouffer toute sa vie dans des choix qu'on n'a pas fait parce qu'on a écouté les autres et pas soi-même. Et par contre, si vous répondez à l'appel de l'aventure, comme les héros des grands mythes, alors là, vous allez quitter votre monde ordinaire, vous allez rentrer dans un monde inconnu qui est un monde extraordinaire, parce que justement, il est inconnu. Vous allez vous retrouver symboliquement dans une forêt obscure dans laquelle, ou dans un labyrinthe par exemple comme Thésée, dans laquelle il n'y a absolument pas de chemin et c'est à vous de trouver seul le chemin. Alors il y a quand même des personnages dans les mythes qui viennent aider. Voilà, le héros, il y a le mentor en général. Le mentor, alors c'est celui qui va être un guide, un professeur pour aider le héros. Il y a des alliés, mais parfois le héros peut être complètement tout seul. C'est le cas par exemple dans le conte du Petit Poucet. Oui, justement, le conte du Petit Poucet que vous décortiquez d'une façon très très précise dans le texte. Et justement, en parlant du Petit Poucet, moi, il y a une chose qui m'a absolument étonnée et frappée, c'est la construction et la forme de votre texte. C'est-à-dire que vous avez écrit ce texte avec des encarts, des encarts comme ça, qui s'arrêtent. On s'arrête dans la lecture de l'explication, et on rentre dans un détail de conte qui est le Petit Poucet. Alors pourquoi avez-vous pensé utile de casser votre propre explication par ces petits paragraphes ainsi écrits, et pourquoi l'utilisation du gras? Parfois il y a des mots en gras dans votre texte, comme pour appuyer votre idée. Exactement, parce que je voulais donc à chaque étape de la quête du héros donner des exemples, comme le fait Joseph Campbell dans les mythes du monde entier. Mais j'avais envie aussi que le lecteur puisse suivre dans une seule histoire toutes les étapes de la quête du héros, pour bien comprendre comment elle pouvait se manifester dans une même histoire. Et pourquoi avoir choisi le Petit Poucet? Là, c'est pas un exemple de Joseph Campbell, c'est un exemple que j'ai choisi parce que justement, les contes de Perrault sont beaucoup plus graves que les contes pour les enfants, que les contes des frères Grimm, par exemple. Chez Perrault, il y a vraiment un côté tragique. Voire ces héros sont pas forcément très bienveillants. Le Petit Poucet, il est un peu ambigu comme héros. Donc je trouve que ces contes se rapprochent beaucoup des grands mythes, beaucoup plus que les autres contes. Et puis voilà, je voulais aussi relier la pensée de Campbell, qui, comme vous le disiez, est d'origine américaine, à notre culture plus française. Et plus européenne également. Et plus européenne, exactement. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse par rapport à cet Américain-là, parce que quand même, il n'est pas de la côte Est, mais de la côte Ouest, si je m'abuse. Non, il est de la côte Est. Il est de la côte Est. Il est new-yorkais. Il est new-yorkais au départ, mais ouais. Il n'a pas vécu vers Los Angeles, San Francisco. En fait, il a eu beaucoup de succès sur la côte Ouest. Alors justement, c'est ça qui m'intéresse également, c'est ce qu'on a appelé en Europe, en tout cas le New Age, parce que ça fait beaucoup penser à une pensée qui va vers quelque chose de la plénitude, du bonheur, etc. Justement, en passant pas à travers des luttes forcément politiques ou des luttes d'expression, je ne saurais pas dire les termes exacts, mais enfin, on va rechercher à la racine d'où on vient quelque part, non? Oui. Enfin, j'ai cette sensation-là. C'est-à-dire que c'est très juste. Si on va chercher à la racine de soi, là c'est pour introduire un autre auteur qui est très important dans votre texte et dont vous donnez beaucoup d'explications, c'est Jung. Puisque Jung, c'est un autre penseur qui a beaucoup travaillé sur le mythe et qui a fait justement une analyse telle qu'on a fini par définir un concept qui est l'inconscient collectif.
Alors voilà, je ne veux pas tout mélanger dans ma question, mais d'un côté, je sens quelque chose qui serait une nouvelle philosophie de vie aussi, qui se rattache à la New Age, donc le côté ouest américain. De l'autre, un psychanalyste européen qui se détache de la pensée de freudienne et qui va chercher, lui, au contraire, de retrouver dans l'inconscient des personnes, de rapprocher toutes ces problématiques de l'être humain au mythe également. N'est-ce pas? Oui. Alors oui. Ma question, c'est ça. C'est, d'abord, est-ce qu'on n'en est pas revenu, cet inconscient collectif? Est-ce qu'on ne peut pas le remettre en cause? Et est-ce que, quelque part, cette recherche de soi, puisque vous nous dites bien, ce héros qui est en chacun de nous, cette recherche de soi à travers les mythes, est-ce que ce n'est pas non plus quelque chose de trop compliqué, de trop surfait? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelque chose qui... C'est long de trouver le héros que l'on est. Oui, ben, ça peut prendre toute une vie, bien sûr. Mais là, il y a beaucoup de questions à la fois. Alors, on va aller dans l'ordre. Donc, voilà, tout à l'heure, on parlait donc de cette quête du héros. Et effectivement, le héros, c'est celui qui part pour chercher un élixir qui manque à sa vie et à la société. Et il va être prêt à traverser des épreuves très douloureuses et même à traverser l'enfer, même parfois à mourir, à risquer sa vie ou à faire mourir une partie de lui-même pour renaître, et ensuite il rapporte cet élixir à la société et il ne doit pas le garder pour lui-même. C'est ça qui est intéressant aussi dans la quête du héros, c'est que ce qu'il a trouvé pour lui-même, il doit essayer ensuite de le partager avec la société, parce que c'est toute la société qui est en crise et qui a besoin que chacun de nous lui apporte quelque chose d'inédit. Donc il y a cette dimension-là qui est une dimension plus engagée, plus sociale. Et puis, effectivement, la pensée de Campbell a eu beaucoup de succès sur la côte ouest américaine parce que, effectivement, c'était dans les années 70, donc c'est l'époque du New Age, de la recherche de soi, du développement personnel et aussi de la quête spirituelle, parce qu'il y a cette dimension-là. C'est ça que je voulais dire, en fait. Les grands mythes et les grandes religions, elles nous transmettent un message spirituel, et le héros, c'est pas seulement le héros qui va agir dans la société ou chercher son bonheur personnel, c'est celui qui va aussi effectuer une quête spirituelle, essayer de transformer les animaux que nous sommes avec nos pulsions en un individu plus élevé, meilleur. Le héros, c'est quand même aussi la partie la plus noble de nous-mêmes. C'est celle qui est capable de faire rétrécir son intérêt individuel pour l'intérêt collectif. Et effectivement, après, vous avez mentionné Jung, parce que Jung, c'était un psychiatre qui, effectivement, suisse, qui a été un des disciples de Freud, et puis qui lui, alors, n'a pas voulu s'en tenir aux découvertes de Freud, et qui a développé ses propres concepts psychologiques, et qui a fondé la psychologie analytique, extrêmement importante, qui a énormément influencé le monde anglo-saxon, beaucoup plus que le monde français, où nous, on a plutôt pris les théories de Freud, mais c'est en train d'évoluer. Jung est de plus en plus développé, valorisé en France. Et ce qui est très intéressant chez Jung, et non, je ne crois pas qu'on en est revenu, parce qu'au contraire, je pense qu'on commence seulement à comprendre l'importance de ces théories, c'est que Jung nous explique qu'on doit effectuer en fait un véritable voyage à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, Jung ne s'est pas intéressé que à la psychologie de ses patients qui étaient névrosés ou schizophrènes ou qui avaient un traumatisme. Il s'est intéressé à l'esprit humain en général. Et donc ces théories sont valables pour chacun d'entre nous à tout moment de notre vie. Il nous explique que le voyage héroïque, c'est d'être capable de descendre dans ses profondeurs intérieures et d'aller chercher au fond de soi des potentialités, des talents qui n'ont pas été développés. Et ça, c'est un véritable voyage héroïque, parce que ça veut dire aller traverser vos terreurs personnelles, vos terreurs d'enfant, et aller en chercher, affronter vos plus grandes peurs, vos démons intérieurs, et aller chercher quelque chose au fond de vous, une espèce de graine que vous allez faire germer dans votre vie pour la réaliser. Donc oui, ça peut être le travail de toute une vie, puisque apprendre à se connaître soi-même, comme le dit la philosophie, c'est le travail de toute une vie, mais ça peut être aussi un travail à certaines périodes de notre vie, quand on est dans une crise amoureuse ou dans une crise
professionnelle. Donc, je ne pense pas qu'on en soit revenu. Je pense que c'est quelque chose... Ma question était provocatrice. Je pense que... vous voyez, ce qui est très intéressant chez Jung, et ça, je pense qu'il faut en parler, c'est qu'il ne dit pas qu'il y a seulement un héros au fond de nous. En fait, il dit tous les personnages dans une histoire mythologique sont à l'intérieur de nous. Par exemple, il n'y a pas seulement le héros au fond de moi, il y a aussi le monstre, le tyran, il y a aussi le mentor, qui peut être ma petite voix intérieure qui me donne des bons conseils, mon intuition. Mais il y a aussi le monstre, et ce monstre, il l'appelle, alors ça peut être une envie de vol, de meurtre, tout ce qui est violent en l'être humain. Mais Jung nous dit, il appelle ça l'ombre, et il nous dit, mais il n'y a pas que du mal dans cette ombre. Nos démons, c'est pas seulement notre côté maléfique, et c'est pas ce dragon seulement qu'on doit vaincre, c'est aussi, nos démons, ce sont nos limitations. C'est-à-dire, c'est tous ces moments où on se dit, ah ben non, je peux pas changer ma vie parce qu'on se trouve des excuses, parce que je vais faire souffrir les autres, ou parce que ça sert à rien, ou la société, c'est pas la peine de la changer, parce que de toute façon, la vie est mal faite et tout va aller de plus en plus mal, etc. C'est cette partie-là aussi, ce démon-là qu'il faut réussir à vaincre en soi, parce que la vie, c'est le changement, et qu'on est paralysé si on ne réalise pas l'aventure de notre vie. Donc, il nous dit que le héros, au fond de nous, doit essayer d'affronter ce démon, et qu'à l'intérieur de ce démon, il y a des choses positives. Tout n'est pas mauvais dans l'ombre. Il y a des potentialités de nous qu'on n'a pas encore développées. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le seul à dire ça. Que dans l'ombre, il y a quelque chose de positif à prendre. Il faut essayer d'aller voir par là. Parce que finalement, est-ce que ce qu'on estime mauvais, est-ce que c'est vraiment mauvais? Vous voyez, il faut être capable de remettre les choses en question comme ça. D'accord. Il y a une histoire dans les Métamorphoses d'Ovide très intéressante à ce sujet. C'est un personnage qui s'appelle Cadmus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, Cadmus, justement, tout va mal dans sa vie. Il a perdu sa sœur qui a été enlevée par Jupiter. Il ne l'a pas retrouvée, donc il n'ose plus se présenter devant son père. Il part. Il quitte son monde ordinaire. Et là, il se retrouve très très loin dans une forêt, justement, une forêt qu'aucun être humain n'a jamais traversé naturellement, parce que c'est ça la vie, ce qu'on expérimente, personne d'autre ne peut l'expérimenter. Et dans cette forêt, naturellement, il y a un monstre. Ce monstre, c'est un serpent géant, un serpent qui a des dents. C'est très important. Il a des dents, il est monstrueux, il est venimeux, et donc Cadmus affronte ce serpent. C'est un duel sans merci, il risque de mourir, il finit par vaincre ce serpent. Et là, la déesse Pallas apparaît à Cadmus et lui dit « Tu dois prendre les dents de ce serpent et les planter dans la terre. » Bon, alors Cadmus, Pallas joue le rôle du mentor, vous voyez. Oui. Donc là, Cadmus arrache les dents du serpent dragon et il les plante dans la terre. Donc il prend quelque chose à l'intérieur de ce démon. Il le plante dans la terre et là, dans la terre, les dents vont pousser, vont se transformer en êtres humains, en guerriers qui sortent de la terre, qui poussent. Et il y a des centaines de guerriers devant lui et les guerriers se mettent à s'entretuer entre eux. Alors bon, il les regarde s'entretuer. Et au bout du compte, il reste que 5 guerriers vivants. Et ces 5 guerriers-là vont faire la paix entre eux, vont voir Cadmus et vont lui dire « Nous sommes là pour t'aider à fonder la ville de Thèbes ». Et ils vont fonder ensemble la ville, parce que souvent les grands héros mythologiques fondent une ville, ils fondent une société nouvelle, parce que c'est la même chose effectivement que fonder sa propre vie, c'est fonder une nouvelle manière de vivre. Et donc on voit bien comment Cadmus va retirer quelque chose de ce démon, et le transformer en quelque chose de positif. Et si on arrive à faire ça dans la vie, à transformer une situation négative en élément positif, alors là, c'est vraiment un voyage héroïque. Oui. Donc on n'arrête pas dans sa propre vie, dans sa propre existence, de changer soi-même de héros, en fait. Dans le sens que c'est pas figé, c'est en continuel mouvement. Oui, exactement. Mais vous voulez parler des héros externes qu'on prend? Non, de soi-même. Oui, puisque votre titre parle bien de soi. Hein. Absolument, parce que effectivement... Parce qu'on ne peut pas dire « je suis ce héros-là ». En fait, j'ai été, au cours de ma vie, tant de héros
par rapport à tant de circonstances. Oui, parce que selon les périodes de votre vie, vous n'allez pas effectivement avoir les mêmes objectifs, la même recherche lorsque vous êtes adolescent ou lorsque vous devenez un adulte ou voilà, à différentes périodes de votre vie, vous ressentez des appels différents et la question à chaque fois c'est est-ce que je vais oser répondre à l'appel de l'aventure, parce que ça veut dire que j'accepte de traverser des souffrances et des épreuves et des tentations d'abandonner et que je risque d'échouer. Donc est-ce que je suis capable de traverser l'enfer pour pouvoir aller chercher ce dont j'ai besoin en ce moment? Donc Laureline a un très très joli site qui s'appelle Savoir Changer et ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Oui. Puisque vous avez consacré beaucoup de temps et peut-être de la patience à interviewer des personnes qui ont changé leur vie. Donc quelque part, là, on a un petit panel de héros qui ont traversé, comme vous le dites, des moments graves ou pas, des moments heureux ou pas, et qui racontent ce passage. Et en fait, ce livre complète ce savoir changer, n'est-ce pas? Oui. Vous-même, vous êtes en quête systématique de rencontrer des héros. Oui. Oui, c'est très très juste et je ne m'attendais pas à cette question. Non, c'est très vrai. Mais alors, quand moi j'ai découvert, alors j'ai vécu aux États-Unis et quand j'ai vécu sur la côte ouest et la côte est en plus. Et j'ai découvert Joseph Campbell sur la côte ouest. Et quand j'ai vécu là-bas, c'est vrai que lorsque j'ai découvert ces livres, c'était aussi un moment dans ma vie où je ne savais plus quoi faire de ma vie. Ce sont des moments qui nous arrivent, bien sûr. Soit sur un plan professionnel, soit amoureux. Là, c'était vraiment plus sur un plan professionnel ou même existentiel. Et quand j'ai lu les livres de Joseph Campbell, ça m'a vraiment remis sur des rails. Et parce que, en fait, il vous dit que la vie, ça peut mener quelque part. Et que, voilà, il faut avoir le courage de suivre ce chemin-là. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre sur lui, parce qu'il m'a tellement apporté que j'avais envie, moi, de le rapporter en France et de le partager avec les autres. En plus, il n'a pas seulement apporté à moi-même, j'ai rencontré plein de gens, parce que je parlais de lui du coup beaucoup, et j'ai rencontré plein de gens dont il avait vraiment changé la vision du monde. Et c'est lui qui m'a inspiré ce désir de créer aussi ce site internet Savoir Changer, parce que effectivement, ça m'a lancé dans la quête, dans le désir de rechercher des gens qui avaient eu ce courage de changer leur vie. Et pourquoi, comment, qu'est-ce que ça leur avait apporté, qu'est-ce qu'ils apportaient aux autres. À l'heure actuelle, ça me fascine. Je ne peux pas vous dire ce que je cherche exactement, parce que on ne sait pas quand on part en quête parfois ce qu'on cherche, en fait. Et Joseph Campbell disait juste « Suivez votre cœur et des portes s'ouvriront là où il n'existait auparavant aucune porte. » Donc voilà, je suis mon cœur et des portes vont s'ouvrir et on verra où ça nous mène. Il disait aussi « Laissez tomber la vie que vous aviez planifiée pour vivre la vie qui vous attend. » Ah, ça, c'est très beau. C'est pas magnifique? C'est magnifique, surtout dans notre monde actuel, où nous sommes tous un peu cloisonnés tout de suite, pratiquement dès la naissance bientôt, dans des cases, et où on ne se sent plus libre du tout. Donc là, on retrouve un peu d'espace de liberté également. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qu'il redonne, c'est ce désir d'agir en toute liberté, parce que c'est quoi le héros? En fait, le héros, ce n'est pas quelqu'un qui obéit à une autorité, à sa femme, son mari, son voisin, etc. Le héros, c'est un être créatif. C'est quelqu'un qui doit à tout moment inventer face aux problèmes de sa vie ou au néant de sa vie. Il doit inventer des moyens de s'en sortir. Donc c'est vraiment un créatif. Et en fait, cette définition-là que l'on vient de donner et d'expliquer, je sens également que dans votre réponse, ce n'est pas quelque chose d'autocentré. Ce n'est pas quelque chose qui ne regarde que soi. C'est quelque chose qui se rapporte aussi à l'autre, donc au monde, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a fascinée dans cette quête du héros, c'est qu'elle permet de trouver un équilibre entre des aspirations individuelles, écouter mon cœur, écouter mes propres désirs d'épanouissement, et puis
la collectivité à qui je vais rapporter quelque chose d'inédit et d'unique, parce que chacun a quelque chose d'unique à apporter à la société. Et effectivement, je trouve que ça donne une solution, un chemin hors de l'individualisme contemporain, et ça nous réengage dans le réel. C'est qu'est-ce que je vais apporter à la société, qu'est-ce que je peux partager avec les autres. En plus, le héros en nous, c'est aussi la partie qui est capable de communier avec la souffrance d'autrui. Parce que parfois, on ne peut pas toujours agir face à une tragédie, mais on peut éprouver de la compassion pour l'autre. Et les mythes nous apprennent à éprouver cette compassion. Des grandes images ou les religions, enfin, quand vous voyez le Christ cloué sur la croix, c'est une image qui va vous inspirer de la compassion. Donc voilà, le héros, c'est ça, c'est aussi cette part de nous-mêmes qui peut communier avec l'ensemble des hommes. D'ailleurs, vous donnez un très 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 bel exemple d'une mère qui va avoir beaucoup d'enfants et qui va consacrer son temps, son énergie à ces enfants-là. Et c'est tout ce qu'elle aura fait dans sa vie. Mais c'est déjà, comme vous le décrivez, c'est déjà quelque chose d'absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas un sacrifice de soi non plus, puisque cette mère dont vous parlez à un moment dans votre texte, c'est vraiment quelqu'un qui le fera avec tout son cœur, justement. Oui, et en fait, je crois que on a parfois l'image du héros comme un être supérieur qui va sacrifier sa vie pour les autres. Mais le héros, ça peut être aussi un héros du quotidien. Je veux dire, au quotidien, on peut avoir des gestes héroïques. À partir du moment où vous faites quelque chose pour les autres, donc une mère qui va effectivement, au lieu de n'écouter que ses désirs personnels, s'occuper de ses enfants, partager avec eux ce qu'elle a envie de leur transmettre d'essentiel, c'est effectivement un chemin héroïque. Mais Joseph Campbell parlait même des mères chez les Mayas. Les mères, lorsqu'elles mouraient en couches, elles étaient déifiées de la même manière que les héros qui étaient morts à la guerre. Et c'est pour dire à quel point cette culture nous montre qu'être une mère, c'est un chemin aussi héroïque que de trouver une découverte scientifique extraordinaire. Donc ça remet l'homme en fait dans l'univers également. Ça nous replace tous, je dirais pas au même niveau, mais pratiquement. Puisque là, chacun retrouve sa liberté. N'est plus cloisonné dans des cases ou des mots, des critères socio-économiques ou sociologiques, retrouver son propre chemin avec son cœur, avancer, regarder aussi les autres et être attentif à l'autre. C'est un peu ça le message. Exactement. Est-ce qu'on peut conclure sur ça? Absolument. Merci beaucoup Laureline. Merci beaucoup Anita.